Ad litteram. Ad litteram. La Constitution expliquée à la lettre. Ad litteram. Par Amel Chéri. Avec le partenariat de l'Association tunisienne de droit constitutionnel. Bonjour et bienvenue à la 20e émission de Ad Litteram. On arrive aujourd'hui à notre 20e épisode et comme par hasard, on va traiter de l'article 20 de la Constitution, mais pas tout seul, il ne sera pas séparé d'une série d'autres articles. Tout d'abord, je dis bonjour à mon professeur Slim Larmeni. Bonjour. Tout va bien? Heureux de te revoir. Moi aussi très heureuse de vous rencontrer, de vous recevoir au Studio 3 pour notre émission Ad Litteram. Aujourd'hui, on va traiter, professeur Slim, l'article 20, mais en relation avec les articles 62, 65, 67, 77, 82, 92, 120 de la Constitution. Retenez votre souffle, auditrices et auditeurs, on va parler de tout ça, mais pas d'un seul coup aujourd'hui. On va diviser ça en 3 émissions. On va commencer aujourd'hui par l'article 20, professeur. Je vais lire juste l'article qui est tout simple. Les conventions approuvées par le Parlement et ratifiées sont supérieures aux lois et inférieures à la Constitution. D'abord, quelle est la différence entre convention, traité et accord? Convention et traité, c'est deux mots qui désignent une même réalité. C'est-à-dire qu'on peut employer indifféremment le terme convention, le terme traité. Par contre, le mot accord est plus large. C'est-à-dire que toutes les conventions, tous les traités sont des accords, mais tous les accords ne sont pas nécessairement des conventions ou des traités. Parce que les traités ou les conventions, c'est la même chose, exige une certaine solennalité qui ne se trouve pas dans tous les accords. Et cette solennalité, on va y venir, c'est le fait que les traités doivent être ratifiés. Tous les traités doivent être ratifiés. Par contre, tous les accords ne le sont pas nécessairement. On aura l'occasion de le voir. Très bien, parce que l'article 20 ne parle que des conventions. Oui. En arabe, il dit al-mu'ahadat, les conventions internationales bien sûr, alors que les autres articles qu'on va traiter aussi parlent parfois de traités au lieu de conventions. Oui. L'article 20, professeur Slim, dit les conventions approuvées et ratifiées. Alors, si on explique, on simplifie ces notions aux auditeurs, oui. Je voudrais aussi ajouter 2 autres notions, signer et promulguer. Bien, l'article 20 traite de la place des traités ou des conventions dans la hiérarchie des normes juridiques tunisiennes. Où est-ce que les traités se situent? Et ce que l'article 20 nous dit, c'est que les traités qui sont à la fois approuvés par le Parlement et ratifiés par le chef de l'État ont une force supérieure à la loi et inférieure à la Constitution. Approuver, c'est l'acte législatif par lequel l'Assemblée des représentants du peuple accepte de voir la Tunisie engagée par un traité ou une convention. Donc l'approbation, c'est al-muwafaqa. Parlementaire. Al-muwafaqa, parlementaire, c'est ça. La ratification, oui. Al-musadaqa. Exactement. Donc, ces 2 termes désignent des compétences de 2 pouvoirs. La compétence du pouvoir législatif en matière de traité, c'est l'approbation, et c'est un vote. L'approbation est un vote parlementaire. Et le chef de l'État ratifie, étant entendu que l'approbation précède la ratification. Approuver d'abord, ratifier ensuite. Et ce qu'on nous dit, c'est que ces traités qui sont à la fois approuvés et ratifiés sont supérieurs aux lois et inférieurs à la Constitution. Maintenant, quand on dit que le chef de l'État ratifie un traité, matériellement, cela signifie quoi? Cela signifie qu'il adopte un décret présidentiel dans lequel il est simplement énoncé que le chef de l'État ratifie le traité. D'accord? Mais ce décret, en tant que décret, doit être signé. D'accord? Signé par le chef de l'État. Aussi. Donc, oui, comme 2 décret, actes comme reviennent décret. Non, le contenu du décret, le contenu, c'est la ratification. Mais comme tout décret, il doit être signé. Maintenant, l'autre terme que vous avez évoqué, c'est le terme de promulgation. Et qu'est-ce que la promulgation? Là aussi, formelle, c'est l'acte par lequel l'État fait entrer une loi dans l'ordre juridique. Donc, on dit en général que le chef de l'État signe les décrets et promulgue les lois. Comme nous avons ici 2 actes, nous avons d'une part l'approbation par le Parlement, qui est une loi, n'est-ce pas? Eh bien, cette loi doit être promulguée par le chef de l'État, comme toute loi. Et comme c'est le chef de l'État qui ratifie par décret, eh bien, ce décret doit être signé comme tout décret. Ad litteram. Il y a un classement dans l'article 20.
Ces conventions, ce qu'on va dire pour les conventions est valable pour les traités aussi internationaux. Absolument. C'est ça. Tenons ces deux termes Donc pour à chaque synonymes. fois que je dis convention, ça veut dire traité. Traité, Quand je dis absolument. traité, ça veut dire convention. Donc il y a un classement. Pourquoi cette dualité? Parce que le terme convention peut donner lieu à un adjectif conventionnel, ce qui n'est pas le cas du mot traité. Et donc l'avantage du mot conventionnel, c'est qu'on peut également l'utiliser dans la forme adjective. Donc je reviens à ce classement de l'article 20. Ces conventions internationales, une fois approuvées et ratifiées, elles sont supérieures aux lois, mais inférieures à la Constitution. Une première question, professeur Slim, pourquoi un tel classement? Je pense qu'il y a dans certains autres systèmes juridiques une exception. Les conventions, dans d'autres pays, les conventions internationales, sont parfois supérieures même à la Constitution nationale, ce qui n'est pas le cas en Tunisie. Le système tunisien, en vérité, c'est le système le plus largement partagé dans les constitutions comparées. Ce qu'il est dit dans cet article, c'est que certains traités sont supérieurs à la loi, inférieurs à la Constitution. Lesquels? Ceux qui sont à la fois approuvés par le Parlement et ratifiés par le chef de l'État. Ce qui signifie que si le traité n'est que ratifié par le chef de l'État, il n'a pas cette même force. Donc c'est des traités particuliers qui ont cette force-là. Ceux qui sont à la fois approuvés par le Parlement, ratifiés par le chef de l'État. Ce rang infraconstitutionnel, supra-législatif des traités, c'est le droit commun en droit constitutionnel comparé. Est-ce qu'il y a des constitutions qui donnent au traité la même valeur que la Constitution? Très rare, à ma connaissance, une seule et de manière assez ambiguë, c'est le cas de la Constitution des Pays-Bas. Mais sinon, dans les constitutions du monde, en général, c'est la solution que nous avons en Tunisie qui est adoptée. Supérieure à la loi, inférieure à la Constitution. Quelle est ensuite donc la portée et la conséquence de cette classification ou de ce classement, de cette hiérarchie? On situe les conventions internationales approuvées et ratifiées en dessous de la Constitution, en dessus des lois nationales. Eh bien, comme tout classement hiérarchique, la conséquence a trait aux possibilités de conflit de normes. Si j'ai un traité qui est différent ou contradictoire avec une loi, lequel des deux textes va passer? Eh bien, c'est le traité, puisqu'il est supérieur à la loi. Autrement dit, la loi doit être conforme au traité. Par contre, le traité, lui, doit être conforme à la Constitution. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les lois d'approbation des traités doivent être soumises à la Cour constitutionnelle, pour qu'elle s'assure d'une chose. Est-ce que ce traité que nous allons ratifier est, oui ou non, conforme à la Constitution? Ce qui nous fait venir à l'article 120 que vous venez de citer, professeur Slim. L'article 120 de la Constitution, qui est situé dans la section 2 relative à la Cour constitutionnelle, du chapitre 5 relatif au pouvoir juridictionnel, stipule à l'alinéa 3 le contrôle de constitutionnalité des traités que lui soumet le président de la République avant la promulgation du projet de loi relatif à l'approbation de ces traités. C'est une obligation pour le président de la République, quand il reçoit la loi qui approuve un traité ou une convention internationale, de la soumettre automatiquement au contrôle de la Cour constitutionnelle? Est-ce que c'est une obligation? Normalement, cela doit l'être. Mais comme vous l'avez constaté, la formulation n'est pas aussi claire. Et nous avons, dans le processus d'élaboration de cette constitution, nous avions eu une formulation plus claire. C'est celle qui avait été adoptée au moment de la discussion du projet de constitution, où il était dit clairement que le chef de l'État soumet obligatoirement les traités au juge constitutionnel. En arabe, c'était يعرض وجوبا يعرض وجوبيا. يكون العرض وجوبيا بالنسبة للمعاهدات. Ce n'est plus le cas. Est-ce que cela signifie que le chef de l'État a toute latitude de soumettre ou de ne pas soumettre? Eh bien, c'est une question d'interprétation. Peut-être qu'on reviendra sur ça lors des prochaines émissions, professeur Slim Larmeni. Oui. Et c'est sûr qu'on va revenir sur l'article 20 et compagnie et ses copains, les autres articles que je viens de citer au début de cette émission, dans la prochaine émission et celle qui va la suivre. Merci infiniment, professeur Slim. C'est moi qui vous remercie. Merci aux auditrices et aux auditeurs pour la bonne attention et à la semaine prochaine.
Ad littéram par Emel Chehed.